Donc, bienvenue à ce possiblement dernier cours d'INF 270. On ne sait plus ce que le futur nous réserve. Donc, aujourd'hui, on continue avec la création de scripts sous Unix et Linux. Donc, on avait vu le principe de créer des scripts qui permettent de contenir plusieurs instructions qui vont être exécutées de manière séquentielle. On avait vu le principe que les scripts doivent être exécutables. On avait vu que les scripts utilisaient le langage interprété de Bash. Puis que aussi, on pouvait avoir d'autres langages interprétés si on voulait, là, mais que nous, ce n'étaient pas les choses qu'on allait regarder à l'intérieur de ce cours-ci. Donc, on va continuer pour voir qu'est-ce qui est utile à utiliser à l'intérieur de scripts. Encore une fois, le principe, c'est que si j'ai quelque chose qui est dans un script, ça existe aussi à l'extérieur du script. Il n'y a pas de différence entre les deux, là. Okay? Donc, c'est vraiment juste comme si j'exécutais chacune des commandes, de manière manuelle. C'est juste que je les ai écrits préalablement dans un script. Fait que si je teste quelque chose, que je le teste dans un script, que je le teste directement sur l'invite de commande, il n'y a pas de différence. Fait que on va commencer à aller regarder les structures plus de programmation, là, qui s'apparentent plus à des langages de programmation, comme le principe de paramètres et de variables. Fait que on est capable, premièrement, quand on parle de paramètres, il va y avoir plusieurs variations de qu'est-ce que ça implique un paramètre quand on parle de script. Donc, quand on parle de variable, donc on peut dire que c'est un paramètre. Dans la syntaxe, dans la nomenclature, on dit que c'est un paramètre. Donc, pour aller chercher le contenu d'une variable, pour aller chercher le contenu d'un paramètre nommé, on va utiliser le signe $ suivi du nom du paramètre, suivi du nom de la variable. Fait qu'on va voir qu'on va pouvoir déclarer aussi des variables qu'on va pouvoir utiliser par la suite, là. Mais c'est comme le premier type de paramètre, c'est ceux avec un nom spécifique dans lequel on a une information quelconque. Deuxième, ça va être le principe de paramètre positionnel. Donc, quand j'exécute un script, je peux, avec le script, envoyer des options avec, en fait, des paramètres. Donc, ça serait comme le nom du script. Si on regarde, on a-tu des choses, nous autres, là? On avait des scripts. Puis, à l'intérieur du script, quand je l'exécute, je vais pouvoir envoyer des informations additionnelles au script qui va pouvoir être utilisé. Là, en ce moment, il n'utilise pas ces paramètres-là, fait qu'il ne fait juste rien avec. Là. Mais on voit que ça n'a pas arrêté la commande. Donc, les paramètres positionnels, ça va être les informations qui vont venir récupérer ce qu'on appelle les arguments de notre appel. Donc ici, j'aurai 3 arguments. Là, je les ai marqués les 3 ASDF. Mettons qu'on... Donc on a ASDF, query et exécuter, qui seraient les 3 arguments qu'on pourrait invoquer avec les paramètres positionnels. Les paramètres positionnels, ils ont des numéros. Puis, on utilise quand même le signe de $ pour dire, va chercher telle affaire. C'est juste que c'est un numéro qui est après. Puis, finalement, on va avoir les paramètres spéciaux. Donc, ceux-là, encore une fois, signe de $ avec quelque chose auparavant. Donc, ceux, ils vont avoir des rôles spécifiques. On va aller les voir tantôt. Mais c'est d'autres paramètres. Donc, le principe des paramètres, ça va toujours être, j'ai un signe de $ suivi de quelque chose. Si c'est un mot, des lettres, c'est que c'est une variable qu'on aurait préalablement déclarée, pas nécessairement nous, le système, quelqu'un. On va avoir les paramètres positionnels, donc ça avec des numéros, qui va venir en compte quand j'exécute un script qui va avoir des arguments. Puis il va avoir les paramètres spéciaux,
OK, qui vont avoir des applications définies aussi habituellement quand j'exécute un script. Fait que si on commence, puis on veut travailler avec les variables. OK? Donc, pour être capable d'avoir une variable, il faut premièrement la déclarer. Donc, ici, faire attention, première chose, c'est qu'en Bash, là, OK, oui, c'est un langage interprété, là, mais ce n'est pas du Python. Là. Il n'y a pas plusieurs types de données. Il y a un seul type, puis c'est des chaînes de caractères. OK? Fait qu'il y a des chaînes et des chaînes. Fait que si je marque 34, lui, il ne voit pas la valeur 34, il va voir le texte 34. Hein? On va voir qu'il y a des manières de faire en sorte que c'est interprété de manière arithmétique plus fancy, là, mais par défaut, tout est des chaînes. C'est juste des chaînes, il n'y a que des chaînes. Fait que quand je veux assigner quelque chose, il va falloir que j'utilise l'opération d'assignation, d'affectation, dépendamment de quelle branche du français que tu demandes. Là. Le principe, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Okay? Donc, l'identificateur égale ce que je veux mettre dedans. Hein? Donc, Toto est égal à blabla. Je ne suis pas capable d'écrire blabla, là, mais mettons que j'ai écrit blabla. Puis, une fois que je veux aller chercher le contenu de ça, ben, je peux utiliser le signe de dollar avec le nom de la variable pour avoir son contenu. Ici, quelques éléments auxquels il faut faire attention. Quand je fais l'assignation, quand je fais l'affectation, je dois obligatoirement ne pas avoir d'espace des deux côtés du égal. Okay? Donc, contrairement à de la syntaxe très libre de nos langages de programmation, là, quand on travaille en Bash, les espaces, c'est un séparateur universel. Okay? Donc, il ne faut pas avoir d'espace durant l'affectation. Tu as directement le nom à gauche, égal la partie à droite que tu veux. Pour éviter un paquet de problèmes, hein? Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait dit dans nos commandements de la semaine passée, là. À chaque fois que je représente quelque chose, à chaque fois que je veux mettre une valeur, je la délimite toujours par des doubles guillemets. Donc, c'est le même principe quand j'ai une affectation. Je ne suis pas obligé, mais c'est comme prendre le gun, le mettre au-dessus du pied, mettre 2 balles d'une shot, puis c'est un revolver, tu spins la chambre, puis tu as mis 2 balles d'une shot. Là. On ne veut pas faire ça. Donc, on met des doubles guillemets à chaque fois qu'on veut avoir une représentation de quelque chose. Ça nous évite 100 millions de problèmes. Fait que ça, c'est le principe de la variable du shell. Okay? Un autre point qu'il faut se rappeler, donc quand on invoque les variables, quand on invoque les paramètres, on a toujours le signe de $. Quand on l'affecte, on n'a pas le signe de $. Hein, donc on peut voir ici qu'à l'affectation, j'ai marqué juste Toto directement est égal à double guillemets, blabla guillemets, double guillemets. Il n'y a pas de signe de $, nulle part là-dedans. OK? Donc à l'affectation, pas rien. Fait que pour bien comprendre justement où il peut y avoir des problématiques, on va aller un peu décortiquer comment est-ce qu'une commande est interprétée quand je rentre la commande dans mon shell. Fait que le principe, c'est qu'il va y avoir différents développements. Les développements, c'est de changer la manière de représenter les choses, de changer comment est-ce qu'on interprète qu'est-ce que j'ai tapé. Donc, quand on travaille avec le shell, il y a 3 étapes majeures de développement. Donc, la première, c'est qu'il va découper les différents éléments à ce qu'il appelle en mots, ce qu'il appelle le split. Fait que ça ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il va prendre les espaces, les white space, les espacements, puis il va faire une espèce de tableau de différents paramètres, différents arguments qui ont été envoyés. Puis là, le principe, c'est que quand il fait le split,
Le nombre d'espacements entre deux informations pertinentes, lui, il s'en fout. OK? Puis, comment est-ce que je peux vous le prouver? On va faire un test. Je vais faire écho. OK? Puis, je vais faire salut tout le monde. Là, si je regarde, j'ai mis plein d'espace après tout puis le, puis j'ai mis plein d'espace après le puis monde, puis quand je l'ai envoyé dans écho, il ne s'est rien passé de spécial. Le principe, c'est que lui, il a pris chacun des éléments, il a vu qu'il y avait des espaces, fait que c'est devenu un paramètre, un argument en fait, de écho. Puis après ça, écho, lui, ce qu'il fait, c'est qu'entre chacun des arguments, ben, lui, il va automatiquement rajouter un espace. OK? Fait que lui, il a pris la liste des 4 arguments. Il y en avait juste 4. Salut, tout, le et monde. Puis après ça, il a envoyé ça à écho. Lui, écho, il met ça entre les arguments. Fait qu'après le split, on a le développement des chemins avec le globe, hein, qu'on a vu. Donc, quand on utilise une étoile, quelque chose avec différents éléments, lui, il va prendre ça puis il va faire en sorte que ça devient plusieurs éléments par la suite. Okay, ça vient se rajouter dans la liste des arguments. Puis finalement, on va avoir la suppression des différentes protections, comme les guillemets et les backslash. Qu'est-ce qui est intéressant, ça, c'est que ça vient après le split. Fait que ce que ça implique, c'est que si je change ça, pour ça, donc, je reprends la même chaîne que j'avais, hein, mais là, je la mets entre double guillemets. Qu'est-ce qui est entre double guillemets devient juste un argument. Fait que ça devient un argument qui devient la chaîne au complet. Puis quand je l'envoie, ben, ça a la chaîne au complet sans les doubles guillemets. Donc, quand on dit qu'on fait la suppression des protections, c'est juste que ça l'enlève les caractères spéciaux qu'on a utilisés pour délimiter nos éléments. Fait que si on fait d'autres tests, autres tests, pour bien comprendre toutes les subtilités, on peut voir ici, on a le salut tout le monde qui apparaît avec les espaces complets. Puis là, ici, j'ai mis d'autres autres tests qui n'est plus à l'intérieur des protections, qui devient autre test ici. Fait que si je te demande, admettons, écho, là, reçoit combien d'arguments dans mon dernier appel? 3. Un qui est celui qui est protégé, autre et test. Vous êtes des pros. Vous n'aurez même pas besoin du dernier cours. Donc, le principe, encore une fois, c'est, on peut voir comment ça peut porter à confusion ou comment on peut avoir des surprises, okay, si on ne fait pas attention, surtout avec le découpage en mots. Donc, encore une fois, on va suivre notre instruction fondamentale qui est à chaque fois que je suis en train de décrire quelque chose qui est comme littéral, je vais toujours utiliser des doubles guillemets. Ça va toujours m'éviter des problèmes. Exemple. Fait que j'ai ici un script, OK? J'ai Toto est égal à la vie. Je fais écho, j'aime Toto. Puis ensuite, je redirige ça vers Toto. Puis après ça, je fais 4 de Toto. OK? Je me demande qu'est-ce qui arrive si ça ne me tente pas de les utiliser, les doubles guillemets. OK? Fait que là, déjà là, à la première ligne, il va y avoir une problématique majeure. OK? Parce que si, admettons, j'écris Toto directement égale L espace A, ça fait quelque chose qu'on va voir tantôt, okay, qui est l'exécution d'un programme avec des variables d'environnement assignées à l'exécution. Fait que ça va essayer d'exécuter le programme A avec Toto qui est égal à L. Puis ça va envoyer comme paramètre VIE, qui n'est pas du tout ce qu'on veut. OK? Après ça,
quand j'essaye de faire j'aime, signe de dollar Toto, redirection directement de Toto, mais là, le principe, c'est que ça va faire la redirection de L, espace A, espace, espace V, espace I, espace E, espace. Puis là, la redirection est comme, là, je l'envoie dans quel fichier, là? Parce que tu m'en as comme donné plein, là. C'est pas super le fun. Fait que, puis ça continue ça déboule, là, toutes ces erreurs-là, là. Fait que, ici, hein, c'est juste pour toujours rappeler, à chaque fois que j'ai n'importe quoi de littéral, OK, ou qu'il va y avoir d'expansion, je mets des doubles guillemets, ça me sauve la vie. Même principe, qu'est-ce qui arrive si, puis là, on commence à être plus destructeur, là, c'était juste drôle, ça n'allait juste pas marcher. Mais qu'est-ce qui arrive si j'essaie de faire des choses comme ça ici, là? OK, où c'est que je fais ARM, signe de dollar A. Ben là, tout dépend c'est quoi qui se passe dans signe de dollar A, hein, n'est-ce pas? Fait que là, si on regarde juste le dernier là, dans la liste des options, là, juste pour voir le plus dramatique de la chose, si je fais juste un remplacement de ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va dire RM, A c'est égal à quoi? C'est égal à Toto. Point virgule. Point virgule, qu'est-ce que ça fait? Ça part à une autre instruction, là, ça part à une autre commande. Puis là, c'est quoi l'autre instruction? RM-RF, point. Qui délite le dossier courant en passant, là, si vous ne vous souvenez pas de RM. Puis, puisque ça n'a pas été séparé, puisque ça n'a pas été englobé à l'intérieur de guillemets doubles, pour que ça soit la chaîne de caractères qui est envoyée à RM, ça va devenir une deuxième commande qui va être exécutée. On peut comprendre que c'est bad. OK, on n'aura pas de fun. Donc, des guillemets doubles, c'est toujours important. On a aussi la possibilité, OK, de protéger les arguments. Donc, on a l'option tiret-tiret aussi qui est disponible. Donc, le principe de tiret-tiret, c'est de dire j'ai fini ce que j'avais à dire avec toutes tes options, avec tous tes arguments de base. Voici ce qui reste, comme une liste de fichiers ou n'importe quoi qui peut être répété. Fait que s'il commence à avoir des choses funky là-dedans, considère pas ça. Comme ça, dans ta liste, tu ne peux pas mettre, admettons, une option additionnelle qui n'était pas là dans la commande ou des choses comme ça. Donc, tu peux utiliser le double tiret pour dire, ça c'était, OK, les options. On est maintenant rendu au real stuff. Fait que ça, c'était le principe de variable. Deuxième type de paramètre, on a les paramètres positionnels. Donc, les paramètres positionnels, le principe, il me semble que j'ai ça quelque part. C'est déjà semi-prête. Non. 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 Oui. OK. Donc, on va avoir... Attends, on va faire un petit clear. Puis, on va aller déliter des affaires qu'on n'a pas besoin pour l'instant. OK. Fait que, on va aller regarder les paramètres positionnels. Donc, ici, j'ai un script, OK, qui est un 5e script dans les choses que j'essaie. Puis, à l'intérieur, on va pouvoir, quand j'appelle le script, lui envoyer des arguments. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Puis, si je regarde qu'est-ce que j'ai écrit, donc, premièrement, on peut voir que j'ai utilisé le echo avec... OK, donc j'écris entre double guillemets. Hein, fait que on met toujours des double guillemets quand il y a du stock littéral. Je vais utiliser ici des signes de dollars avec des paramètres spéciaux puis des paramètres positionnels. Puis, je veux aussi, si on regarde, je veux les afficher aussi. Là. Je veux afficher signe de dollar 1, je veux afficher signe de dollar 0.
Fait que comment est-ce que je fais ça? Ben, j'utilise le caractère d'échappement pour dire, hey, le prochain caractère, s'il est spécial, fait en sorte qu'il n'est pas spécial. Hein, donc, je peux utiliser ici le backslash signe de dollar qui va indiquer que je veux afficher littéralement le caractère signe de dollar. Je ne veux pas l'utiliser comme étant un caractère spécial comme je pourrais l'utiliser habituellement. Donc, on a ce principe-là qui me permet d'afficher littéralement signe de dollar 0. Puis après ça, j'utilise signe de dollar 0 sans échappement pour faire en sorte que ça l'affiche quelque chose. OK? Donc, on va regarder ça. Fait que le principe des caractères, des paramètres positionnels, c'est que, ben, dans l'ordre que je les écris, OK, ils vont prendre la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à temps que j'en ai plus. Fait que si je regarde ici les deux derniers, là, OK, qui représentent qu'est-ce que je suis en train de parler, donc le paramètre positionnel 1 et 2, ben, ça serait les mots 1 et 2. On a aussi les caractères spéciaux. Premièrement, avant de parler de ça, dans les paramètres positionnels, on a le paramètre positionnel 0 qui est disponible. Le paramètre positionnel 0, ça va être le nom de la commande que j'ai invoquée. OK? Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça va être le nom que j'ai tapé moi-même. OK? Fait que tu peux l'utiliser dans différents contextes, mais si, admettons, je l'utilise au complet, OK, on peut voir que le paramètre 0 change par rapport à qu'est-ce qui a été tapé littéralement. OK, donc ça l'utilise le nom du programme que tu peux réutiliser pour quelconque raison. Là, On en a d'autres. Donc, on a les paramètres spéciaux. Donc, on va avoir l'étoile puis le A commercial. Donc, quand ici je parle de paramètres spéciaux, ils vont toujours être préfixés du signe de dollar là, pour aller chercher l'information. Mais j'ai l'étoile et le A commercial qui va me permettre d'afficher tous les paramètres positionnels. Je vais avoir le hashtag ou le pound qui va me permettre d'afficher le nombre de paramètres positionnels. Je vais avoir le signe de dollar, donc signe de dollar, qui va m'afficher le PID du shell, puis point d'exclamation qui va m'afficher le PID de la dernière commande qui est en arrière-plan. Donc, habituellement, c'est comme si tu as roulé quelque chose, tu vas pouvoir aller la rechercher avec ça. Ouais. Pourquoi ça l'avait affiché le 0 après home drawing F? Ça ici? Exactement. Pourquoi le 0 après? Celui-là ici? Qui suit ce roi exactement celui-là. Là. OK. Fait que le principe, c'est qu'est-ce que ça nous donne, le hashtag? Je vais te demander de faire référence à la diapositive à gauche. C'est le nombre de paramètres positionnels. Bien, ici, quand je l'ai invoqué, il y en avait combien de paramètres positionnels? Si on regarde celui-là ici, il y en a combien de paramètres positionnels? Il y en a 5. Et donc, ça l'affiche 5. Donc, ici, puis c'est une bonne question, parce que ça m'affiche le nombre de paramètres positionnels, en fait, qu'on a envoyé en tant qu'argument. Ça veut dire que ça ne compte pas le 0. Une distinction importante à faire. Je pensais que ça prenait le dernier paramètre pour l'afficher. Non, c'est vraiment... C'est 5. Puis après ça, si on change un petit peu ça, juste pour rajouter ici notre A.
Donc ensuite, si je regarde avec le A commercial, ça nous affiche en fait une liste de tous les paramètres qu'on a renvoyés. On va revenir ici, en fait, dans notre deuxième, ça nous dit c'est quoi? Parce qu'on semble avoir aussi étoile, là, OK? Donc, on a étoile puis A commercial. Donc, le principe, c'est que étoile va me générer une chaîne de caractères protégés avec un espace entre chacun. Le A va me générer une série de chaînes protégées avec chacun des paramètres à l'intérieur. Okay? Donc, la distinction ici, c'est que lui, il y a une fois des doubles guillemets, puis lui, il y a autant de doubles guillemets qu'il y a d'arguments. Okay? Donc, ça, c'est important quand on veut, mettons, passer la liste à une autre commande. Bien, si je veux passer la liste comme étant un seul argument, je vais utiliser le étoile, ce qui arrive extrêmement peu souvent, laissez-moi vous dire ça. Ou, si je veux avoir ma liste puis la passer comme étant plusieurs arguments, je vais utiliser le A commercial. Donc, 85-90% du temps, là, c'est le A commercial qu'on va utiliser. OK? C'est pas mal ça qui se passe avec les paramètres spéciaux. On a aussi la fonction shift. Est-ce qu'on en a parlé? Oui, un petit peu ici. On a la fonction shift qui va me permettre de décaler les différents paramètres. Ici, je vais je veux ça. Ici. Fait que j'ai repris le même script, OK? C'est juste qu'après les paramètres positionnels, j'ai fait un shift. Donc, shift, c'est une commande interne qui va prendre tous les paramètres positionnels puis qui va les tasser un coup vers la gauche. Puis le premier, qu'est-ce qui arrive avec? Il tombe. OK? Fait que, en fait, il ne tombe pas là, si on reprend avec ça, puis je fais ici, comme ça. Alors, il fait juste tomber. Il fait juste tomber. Donc, si on regarde ici, on avait, avant le shift, hein, le 1 et le 2 qui étaient au 1 et 1, 2. Puis, donc, avant le shift, on a le 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Après le shift, on a le 2, 3. Hein, donc, ça est décalé de 1 vers la gauche. 2, 3, 4, 5. Donc, même si j'essaie d'afficher la liste au complet, ça va considérer comme étant que ce n'est pas intéressant. Même principe, si ici, je veux afficher le nombre de ça passe de 5 à 4. Là. OK? Ça peut être très intéressant quand tu crées un programme, OK, ou un script, en fait, là, qui va avoir plusieurs options. Hein, ça te permet de toujours garder la première option. Je le shift, je regarde, je le shift, je regarde le premier, je shift, je regarde le premier. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Parfait. On a pas mal tout géré ça avec ce qu'on vient de faire. Excellent. On va avoir la commande set. Donc, la commande set, c'est une commande interne. Là. Fait que je ne peux pas savoir c'est quoi set.
Mais si je fais help de 7, on va mettre ça dans un less. Ça va permettre de faire deux choses. La première chose, c'est que ça va me permettre de créer des arguments positionnels, s'il n'y en avait pas, pour des raisons quelconques. Ou en tout cas de les setter, si on veut. Fait que je peux avoir une liste d'arguments, comme on a ici dans notre premier exemple, 7ACD. Là. Ben, ça fait en sorte qu'on a trois arguments positionnels, A, C et D. Donc après ça, on a le écho qui démontre que ça fonctionne. Mais avec le set, on peut aussi mettre des options générales. Donc, on peut avoir des options pour le script courant du shell. Fait que des choses comme -E qui permet que s'il y a une erreur, on arrête tout. -X qui va avoir une trace de l'exécution, donc qui va montrer chacune des commandes. Donc ici, admettons que je refais ça, puis on vient ici. On va mettre une trace. Puis là, ça va dire, voici la ligne que je suis en train de faire là, avant de la faire. Comme ça, quand tu es en train de débugger, tu peux comme dire, OK, ben je t'ai rendu là, OK, je vois qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de mieux comprendre l'utilisation de mon script. On peut avoir l'option "-U". Donc ici, point intéressant, si j'essaye de faire un écho de pas là. OK, super. Je peux essayer d'aller lire des variables inexistantes. Qu'est-ce qui arrive? C'est juste vide. Donc j'ai une option "-U" qui fait en sorte que si tu essaies de lire une variable inexistante, erreur. Puis, on a le O qui va me permettre d'afficher les différentes options qui sont couramment activées. Parfait. Ici, avant d'aller par là, on va se prendre une première petite pause. Donc, on revient dans une dizaine de minutes à 10h40. Pour commencer à parler des variables utilisées par le shell et les variables d'environnement. Donc, on est en train de regarder les différents paramètres, particulièrement les variables utilisées dans un shell. Là, on va aller voir qu'avec l'environnement du shell, il y a plusieurs variables qui sont créées ou générées de manière automatique. Donc, il y en a qui vont être pour avoir des informations, pour avoir un état sur le comportement, sur les actions courantes. Donc, POSIX, en défaut, il y en a défini 16. Il y en a 4 qui peuvent être intéressantes. Donc, je peux, à tout moment, demander c'est quoi le home, puis ça va me répondre avec le dossier de l'utilisateur courant. On avait vu le principe du path, donc les chemins d'accès des différents logiciels. Donc, c'est une liste des répertoires séparés par des 2 points des différents logiciels. On a le... Oups, c'est pas la bonne chose. PS1, qui est en fait le nom de l'invite de commande. Donc ici, on peut voir qu'il y a un paquet de caractères spéciaux là, qui fait en sorte que c'est comme genre des couleurs. Là. Mais le principe, c'est qu'on peut voir ici que ça invoque aussi d'autres scripts qu'on va voir tantôt. Là. C'est en gros, qu'est-ce qui génère mon petit code ici. OK? Donc, en POSIX, il y en a 16. En Bash, il y en a un paquet d'autres. OK? Donc, on pourrait aller chercher des choses comme random, qui me donne une valeur aléatoire. On peut aller chercher des choses comme old pwd, qui me permet... Là, ici, en fait, je n'ai pas changé. Hein, fait qu'on va aller, mettons, dans... Qu'est-ce que j'ai comme... Putain.
Hein, fait que CD est comme capable de se souvenir de c'est quoi le dernier élément. Comme ça, quand je fais CD moins, hein, ça revient en arrière pour être capable d'aller où c'est que j'étais. Donc, on a un paquet de variables qui sont présentes à tout moment dans le shell. On est capable de faire ce qu'on appelle des sub-shells ou des sous-interpréteurs. Donc, le principe, c'est que quand j'exécute quelque chose, ça se passe à l'intérieur du shell, mais souvent, je vais avoir une autre commande, je vais avoir une autre chose à faire, une autre exécution à faire. Il ne peut pas exactement la faire en même temps, il ne peut pas la faire dans le même environnement. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un sous-environnement, un sub-shell, pour être capable de gérer cette commande-là. Fait que on en a déjà utilisé des subshells sans même le savoir. Donc, quand on utilisait les pipes pour envoyer des informations, le principe, c'est que c'était des subshells qui pouvaient entraîner chacune des informations ensemble. Quand on envoie des commandes en arrière-plan, donc on peut en mettre plusieurs, le principe, c'est que chacun va rouler dans son subshell. On va voir aussi qu'on peut regrouper des commandes ensemble, avec des parenthèses. Puis on va voir qu'on peut faire de la substitution de commandes. C'est là vraiment qu'on va aller faire des choses intéressantes là, avec les subshells. Mais avant, on fait juste jaser du concept général. Donc, c'est des processus qui vont être indépendants. Donc, on se souvient, les processus, ils ont tous des numéros de processus. Ils n'ont pas des espaces mémoire communs. Le principe, c'est que quand on part un sous-shell, les différentes variables vont être héritées. Ça veut dire que ça va prendre le shell principal, il crée un sous-shell quand il fait une commande, une sous-commande. Toutes les variables du shell principal s'en vont dans le sous-shell. Où on fait le shell parent. Il n'est pas nécessairement principal, les deux sont indépendants. Puis, c'est hérité par copie. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand j'ai un sous-shell, j'ai toutes les informations dans deux espaces mémoire indépendants. Ça veut dire que si je change un espace mémoire, l'autre espace mémoire n'est pas modifié. Ce que ça implique, c'est que si je pars une commande, je m'en vais dans un sous-shell, j'ai toutes les mêmes variables d'environnement, je change des variables d'environnement dans ce sous-shell-là, une fois que la commande ici du sous-shell est exécutée, ces changements-là, ils s'en vont nulle part. Il n'y a pas comme il n'y a pas comme une source des variables. Là. Chaque shell a sa propre liste de variables. Fait qu'il faut faire attention, de cette connaissance-là, parce que ça peut ça peut impliquer des bugs qui sont un petit peu weird. Donc ici, si, admettons, je fais des choses, là, j'ai pas le bon. Des choses comme ça. Faut que j'aille un espace ici. Ici, on l'a. Donc, ça a marché à l'intérieur. Si, mettons, on essaye avec 2, mais que là, on le met ici, à l'intérieur de parenthèses. Ça là aussi fonctionne. Si après ça, on a le hot égale à 3, on a ça ici, mais on le met en arrière-plan après. Ça va l'afficher puis ça va me dire que c'est done. Là, après ça, je dis A c'est égal à 4, A c'est égal à 5. Puis là, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui arrive quand je fais ça? Des questions intéressantes.
Ça écrit 1. Ça n'a pas écrit 2, ça n'a pas écrit 3, ça n'a pas écrit 4, ça n'a pas écrit 5. Là, t'es comme, what the fuck? Fait que le principe ici, c'est toutes les autres, sauf celle-là, a créé un sous-shell. Hein, donc, celle-là, on a utilisé les accolades, là, qui ne faisaient rien de spécial dans le regroupement. Fait qu'on a le A, ça l'affiche, ça a été géré à l'intérieur du shell courant. Quand j'ai mis ça à l'intérieur de parenthèses, ben, on vient de dire que des parenthèses, ça fait un sous-shell. Fait que ça l'a créé un autre environnement, où c'est que ça l'a créé le A, ça l'a mis à 2, ça l'a affiché. Puis là, on est revenu dans notre shell courant qui n'a pas cette information-là, hein, parce que ça ne se propage pas. Ensuite, on a fait le même principe, mais là, on a utilisé le passage en arrière-plan. Fait que ça l'a créé un sous-shell avec ces informations-là, ça l'a passé en arrière-plan, ça a affiché mon 3, ça l'a dit que c'était done, mais le 3 n'était pas géré du tout. Quand on travaille avec des tubes, même principe, ça génère des sous-shells pour être capable d'aller chercher et de passer les informations. Ça ne se passe pas dans le shell courant. Fait que qu'est-ce qui arrive quand j'essaie de réafficher le echo A? Ça me donne 1. Pour être capable de passer justement des informations, donc on a vu que les variables du shell, c'est un concept qui est relié au shell, c'est seulement au shell courant, c'est des sous-shells, ça ne fonctionne pas. On va avoir des variables d'environnement. Ça va être au niveau du système d'exploitation lui-même. Fait que ça ne sera même pas juste au niveau du shell, ça va être à un niveau encore plus large de tous les processus vont être capables d'avoir ces informations-là. Donc, ça va être tout le temps propagé, OK, aux différents exécutables que tu as faits. Fait que quand tu as un exécutable que tu l'exécutes, tu as des variables d'environnement courant, puis tu les passes à l'exécutable, puis lui, il peut les utiliser pour whatever. Le shell, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il va être capable de prendre des variables du shell, puis de dire, hey, mets ça dans les variables d'environnement, qui va être disponible donc à tout le monde. Donc, ça va être exporté pour que ça devienne une variable d'environnement. Donc, on va regarder comment on travaille avec les variables d'environnement. Donc, premièrement, on a la commande env qui me permet d'avoir une liste de toutes les variables d'environnement. OK? Donc, ici, on a une liste, là, et un petit peu plus longue par en haut, là. S'il faudrait que je fasse un petit less, mais là, je vais avoir comme les affaires weird. Ouais, okay. Fait que j'ai le shell, j'ai les colors, j'ai un paquet de choses qui vient avec. Donc, on a des variables d'environnement disponibles. Puis, on va avoir une commande. Comment je fais pour interagir avec ces variables d'environnement-là? Je vais avoir la commande export. Donc, la commande export va me permettre d'envoyer des éléments pour que ça devienne une variable d'environnement. Quand je fais export, okay, si on regarde sa syntaxe, j'ai différentes méthodes, manières de faire, soit que j'ai le nom d'une variable locale, une variable du shell en fait, qui devient une variable d'environnement avec son contenu, ou sinon, je peux avoir facultativement un égal avec le nom pour dire, ben voici une nouvelle variable avec une nouvelle valeur et ça devient une variable d'environnement. OK? Donc, c'est ça qu'on voit ici dans les exemples. On peut avoir une variable du shell qui devient une variable d'environnement ou sinon, on peut avoir une variable externe, ben, une nouvelle variable, puis à partir de là, ça devient dans les variables d'environnement, puis si tu en sélectionnes d'autres, ça reste des variables du shell. On a aussi la possibilité de générer une variable d'environnement de manière spontanée avec l'exécution d'une commande. Donc, si je veux avoir une variable d'environnement avec l'exécution d'une commande, je peux faire une affectation avant la commande. On se donne un exemple ici.
Fait que si j'ai ENV, qui sont mes variables d'environnement, puis si je fais un grep de ça pour Toto, oups, il n'y a pas de variable d'environnement Toto en ce moment. OK? Fait que ce que je peux faire, c'est dire Toto, OK, est égal à whoop. Puis après ça, de mettre la commande que moi je veux exécuter. Fait que là, j'aurais ENV avec un grep de Toto. Fait que là, ici, ça l'a généré de manière ponctuelle la variable d'environnement. Si je regarde par la suite, elle disparaît. C'est juste durant cette exécution-là d'un programme. Donc ça permet, quand j'ai des programmes qui ont besoin de variables d'environnement, que je ne sais pas encore c'est quoi ou que je veux tester quelque chose, je peux comme la setter juste le temps de l'exécution. On est capable aussi de exécuter un programme à l'intérieur d'un environnement. Donc, ENV, en fait, par défaut, ça me les affiche, là, mais sa vraie fonctionnalité, c'est d'être capable de partir un autre programme à l'intérieur d'un environnement spécial. OK? Fait que lui est capable d'avoir une liste des autres fonctionnalités, des autres variables d'environnement que tu voudrais rajouter pour être capable d'exécuter une commande spécifique. Puis, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on vient de faire, là, de manière plus fancy. Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a une option qui est le "-i", qui me permet de partir avec un environnement vide. OK? Fait qu'au cas où que je ne veux pas être pollué de mes variables d'environnement, je peux partir avec un environnement vide puis être capable d'avoir juste ce que j'ai besoin. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant ici? Si je m'en vais... En fait, juste le lire, là. Donc, on peut utiliser souvent, OK, avec le shebang, le ENV, pour être certain de venir chercher les variables d'environnement de l'environnement courant. OK? Parce que sinon, ça se peut qu'il soit juste vide. OK? Si je veux juste partir bash. Parfait. C'est pas mal ça. Ouais. On va aller regarder la partie de fun des sous-shells, qui est la substitution de commandes. Donc, souvent, j'ai besoin d'utiliser dans une commande le résultat d'une autre commande. Mais, ce résultat-là, ce n'est pas un résultat que je vais envoyer comme à l'entrée standard. Là. Je ne peux pas utiliser le tube. OK? Fait que je veux, mettons, générer d'un fichier texte des options quelconques pour une autre affaire. Là. OK? Donc, je peux utiliser la substitution de commande. Donc, la substitution de commande, ça va me créer un sous-shell. Ça va prendre le résultat, puis ça va venir le placer où c'est que tu as mis la substitution en cours. Fait que, on utilise le signe de dollar avec des parenthèses pour créer une substitution. Vous allez voir, il existe aussi l'utilisation de backtick pour la substitution. C'est une ancienne méthode qui a certaines contraintes que nous, on ne verra pas c'est quoi les différences entre les deux. Là. Le principe, c'est que si vous en faites, utilisez toujours le signe de dollar avec les parenthèses. Ça évite des problèmes. Okay? C'est toujours ça en bash. On essaye d'éviter les problèmes de la création. Donc, si on l'essaye... Donc, je veux utiliser la commande ID avec l'option UN. Puis, je vais l'utiliser à l'intérieur d'une autre commande, comme echo. Donc, le principe ici, c'est que ID-UN, ça donne mon nom d'utilisateur. Fait que le résultat de ça a été utilisé en substitution à l'intérieur d'un autre élément. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça s'imbrique les uns dans l'autre.
Fait que si on a l'exemple à gauche ici, on dit que le répertoire courant, c'est base name, qui va juste aller chercher le nom du répertoire final, de PWD, qui est le nom complet de tous les répertoires. Hein? Donc, ici, si on fait un exemple rapide pour démontrer, on a base name. Puis, à l'intérieur, ici, je voudrais mettre ça ici, là, parce que sinon, ça va me générer des problèmes. Hein, puis, on se souvient que ça a enlevé la partie qu'on ne voulait pas. Juste un petit rappel, en ce moment, on utilise les doubles guillemets tout le temps. Là, okay? Puis les doubles guillemets sont intéressants parce que, okay, à l'intérieur, ça nous permet d'utiliser les signes de $. Okay? Donc, si je veux aller chercher quelque chose qui est purement littéral, je peux toujours utiliser les simples guillemets. Hein? Mais les doubles guillemets, c'est ça que ça nous apporte. Les signes de $, les backticks, avant qu'on avait de la substitution de commande avec les signes de $. Puis le backslash, c'est toutes des choses qu'on peut faire à l'intérieur du double guillemet. Ça, on a déjà fait ce genre de choses-là, mais on va aller regarder ici un petit peu des choses intéressantes. Donc, on a ici, OK, un dossier. On a dans le dossier tmp/data/ espace /TA. OK? Puis là, on va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui arrive quand je n'utilise pas les bons guillemets aux bonnes places. Bon, fait que si on regarde notre premier, hein, c'est le même qu'on avait tantôt. Fait que c'est quoi le base name de ce dossier-là? C'est espace TA. Hein? Ça va bien. Qu'est-ce qui arrive si je ne mets pas les doubles guillemets sur les rebords? Hein, les premiers doubles guillemets, là, du echo en général. Ça m'affiche, le répertoire courant est juste espace TA. Pourquoi? Parce que quand est venu le temps de générer ça ici, c'est devenu espace TA. Mais puisqu'on n'a pas de double guillemets, chacun de ces éléments-là devient un argument que si on a l'espace, ben ça va juste être un espace. Là. C'est un espacement entre les différents arguments. Fait que ça vient de me donner pas la bonne chose, ça vient de me donner juste un espace à la place de plusieurs. Là, qu'est-ce qui arrive si je suis complètement fou et que je n'utilise aucun guillemet? Ça m'affiche que le répertoire est DA. Là, t'es comme, comment est-ce qu'on s'est rendu là? C'est rough. Fait que le principe, c'est que si on n'a pas mis autour de PWD, là, OK, des guillemets, ben lui, il va interpréter ça comme étant différents paramètres. Fait qu'il va faire le base name de TMP data espace TA. Donc, TA, c'est un deuxième paramètre. Puis, si on a TA comme deuxième paramètre, ben, c'est habituellement le suffixe qu'on veut enlever par défaut. Fait que là, le base name de TMP data, ça va être quoi? Ça va être data, hein, parce qu'il va penser que c'est ça le dossier. Donc, ça va me donner data. Mais là, on enlève le suffixe. Fait qu'on enlève le TA. Fait que data sans TA, ça me donne DA. Donc, toujours utiliser les doubles guillemets. Sinon, les choses vont mal. D'autres exemples, vous les ferez au pire par vous-même. Je pense qu'on a pas mal vu le principe de si tu ne mets pas les doubles guillemets, OK, tu vas passer un mauvais quart d'heure. On a le principe de substitution de processus.
Donc ça, c'est une utilisation assez avancée, là. Premièrement, c'est un bashisme. Donc, ça, c'est pas dans la norme POSIX, c'est juste avec bash. Le principe, c'est quand j'ai plusieurs différentes interprétations qui doivent être jumelées ensemble pour devenir une entrée d'une autre commande. Donc, le principe ici, c'est je veux avoir telle commande, telle commande, telle commande, puis je veux que le résultat de ces trois commandes-là soit envoyé à une autre commande par la suite. En ce moment, avec la redirection, avec les tubes, on n'est pas capable de prendre plusieurs fils de commandes puis l'envoyer dans un seul autre processus par la suite. Donc, le principe de la substitution de processus, ça va être d'exécuter une commande puis d'être capable de la rediriger vers un descripteur de fichier, en fait. Là. Donc, ça va t'ouvrir comme une espèce de fichier temporaire dans lequel tu vas pouvoir aller écrire toutes les choses, puis tu vas pouvoir aller prendre ce fichier-là puis l'envoyer à un autre programme par la suite. C'est fait d'une manière un petit peu magique. Ça veut dire que, quand on dit ça, ça veut dire que c'est complexe. C'est des choses que vous allez voir plus en détail dans votre cours d'OS, 31-72. Donc, pour l'instant, juste savoir que ça existe, pas nécessairement de savoir comment travailler avec ou toutes les configurations possibles, mais de savoir que même si on a plusieurs processus, plusieurs commandes, qu'on veut être capable de jumeler ensemble comme étant l'entrée d'une autre commande, c'est possible. C'est ce que je veux qu'on se rappelle de ça ici. Donc ici, on a un exemple là, où c'est que je pourrais prendre le résultat de différentes commandes. Donc si on regarde la fin, là, on a deux fichiers, fruits et fruit 2, fruit 1 et fruit 2. Je vais être capable de faire la différence entre les deux, mais je vais prendre la différence des résultats du sort de ces deux fichiers-là. Fait que, en utilisant la substitution de processus, on serait capable de faire ça correctement. On est aussi capable de faire du développement mathématique, donc ou du développement arithmétique. Donc, si je veux interpréter le contenu d'une commande comme si c'était des choses arithmétiques, je peux utiliser le signe de dollar avec des doubles parenthèses. Fait que ouvrante, ouvrante, une expression, fermante, fermante. Fait que ça va me permettre d'évaluer de manière arithmétique le contenu de quelque chose, puis d'avoir le résultat qui apparaît, encore une fois en tant que chaîne de caractères, là, mais une fois que ça va être été évalué. Fait que on va pouvoir utiliser la majorité des opérateurs de C ou de Java là, qui sont disponibles. Là. Fait que addition, soustraction, multiplication, modulo, incrémentation avec le plus, le moins. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on n'a pas besoin, quand on utilise des variables dans ce cas-là, d'avoir le signe de dollar. Donc, si tu as du texte, c'est implicite que c'est des variables. Fait qu'il va automatiquement aller chercher la variable à l'intérieur. Puis, une fois qu'on a ça, on peut aussi... ça nous évite aussi les doubles guillemets. Donc, c'est juste des variables, c'est juste des opérations arithmétiques, juste les doubles parenthèses va être protégé automatiquement. Donc, pas besoin d'avoir de double guillemets. Parlons des codes de retour de nos scripts. Donc, en général, chaque commande qui est exécutée va avoir un code de retour. Donc, c'est dans la norme POSIX. On a besoin, en fait, d'un numéro, c'est un int, qui va ressortir de notre programme, qui va indiquer comment ça s'est passé, mon exécution. Donc, dans la norme, la convention, là, c'est que si tout a bien été, que tout a été un succès, c'est 0. Donc, 0 indique que ça va bien. N'importe quelle autre valeur indique que c'est un échec. Puis, le numéro de l'erreur va dépendre du programme. Donc, c'est le programme qui décide c'est quoi ces numéros d'erreur. Puis, c'est le programme qui va t'indiquer c'est quoi
OK, qui s'est passé à l'intérieur ou pas. Donc, quand on exécute quelque chose, OK, donc ici, j'ai l'exemple. Par défaut, OK, s'il n'y a rien qui se passe, c'est habituellement que c'est un code d'erreur correct. Donc, on peut aller chercher le dernier code d'erreur en utilisant la variable spéciale, le paramètre spécial, point d'interrogation. OK, donc, point d'interrogation me permet d'avoir le code de retour de la dernière exécution, de la dernière commande. Donc là, je peux voir que le code d'erreur de mon WC, c'était 0. Si j'essaie quelque chose d'autre, OK, où c'est que j'ai eu une erreur? Premièrement, moi, je peux voir que mon shell, il est configuré pour que s'il y a un code d'erreur, il me l'affiche directement à gauche. OK, parce que je suis un professionnel. Mais on peut quand même le réinvoquer, OK, pour demander le code d'erreur de la dernière commande, qui est 1. Puis le principe, c'est que si je redemande c'est quoi le code d'erreur de la dernière commande, ça devient 0. Pourquoi? Parce que le echo, il a fonctionné. Hein? Fais attention, le dernier, c'est vraiment le dernier. Dès que tu en fais un autre, ça change. C'est pas comme le dernier qui a été mauvais ou quoi que ce soit. Donc, quand on termine un script, OK, on va habituellement, par défaut, il va y avoir la commande exit qui va être exécutée. OK, donc, ça s'arrête normalement. Puis, non, ça, c'est pas le bon, parce que ça, c'est... J'ai-tu juste exit? Ouais. Donc, la commande exit me permet d'exiter. OK? Donc, si on regarde, ça va pouvoir exister avec un numéro, un code de retour, si on veut, facultativement. Donc, on peut le mettre nous-mêmes. Sinon, ça va être le code de retour de la dernière commande qui a été exécutée. Donc, on peut regarder, mettons, le code de retour du script suivant. On a un cat qui ne fonctionne pas. Après ça, on a un echo au revoir. Ça va être quoi le code de retour de ça? Ça va être 0. Pourquoi? Parce que la dernière commande, qui était le echo, a fonctionné. Hein? Donc, faire attention à ce genre de choses-là. Pour nous aider, puis là, on va commencer à aller chercher les structures de contrôle. Là, fait qu'on va se donner des outils pour nous aider. Là. Donc, on va avoir les commandes true, puis les commandes false. Fait que le principe, c'est que c'est des commandes. Okay? Ça l'exécute quelque chose. Puis le seul but de ces commandes-là, c'est de dire « je retourne 0 » ou « je retourne pas 0 », 1 habituellement. Donc, on a, OK, puis on peut voir « true », ça n'a rien fait. « False », je peux voir que ça m'a donné le code d'erreur 1 automatiquement. On a aussi le 2 points qui fait la même chose que « true », là. C'est un raccourci. On est capable d'utiliser ces codes de retour-là dans des listes conditionnelles de commandes. Donc, on peut utiliser le double éperluette ou les doubles barres pour être capable d'avoir un « et » qui me permet d'exécuter une deuxième commande seulement si la première a réussi. Encore une fois, on se souvient, quand on parle de réussir, on parle que le code de retour va être 0. Donc, si la première commande est réussie, on peut faire la deuxième commande. Inversement, avec les doubles barres, qui est le « ou » logique, là, hein, ça va faire en sorte qu'on va faire la deuxième seulement si la première n'a pas réussi. Donc, si la première ne réussit pas, là, je vais faire la deuxième. Faire attention, hein, parce que là, on utilise des doubles éperluettes et des doubles barres verticales. Hein, à ne pas confondre avec le simple éperluette qui est pour mettre des processus en arrière-plan, puis la simple barre qui est pour faire un tube vers une conduite d'une commande. Parfait. Parlons maintenant des structures de contrôle. Okay? Donc, les structures de contrôle, les if, les while, les for, c'est des choses qu'on connaît de d'autres langages. C'est aussi disponible
sous Bash. Mais il faut comprendre que, comparément à ceux que vous voyez dans des langages de programmation, sont très limités. OK? C'est facile de se planter avec, puis ils ont des sémantiques bizarres dues à leur historique. Donc, c'est chiant. Donc, ici, on ne vous demande pas d'être capable de les utiliser par cœur à l'intérieur. Pour l'examen final, ce n'est pas des questions weird qui vont être posées, là, parce que on peut poser des questions weird de structure de contrôle de Bash, puis on peut fourrer n'importe qui, là, si on s'y met assez fort. Donc, on va montrer comme la version générale, puis on va aussi montrer les bonnes manières de faire les choses. Comme ça, si vous construisez des scripts, vous allez savoir la bonne manière de le faire pour éviter la majorité des problèmes. OK? Là, après ça, c'est quand vous voyez un autre script, ça se peut qu'il y ait d'autres choses plus farfelues. OK? C'est pas dans le prospectus du cours. Fait que, première chose, on a le if, okay, la conditionnelle si, qui me permet d'avoir, le if avec une liste. Quand on parle de liste, on parle d'une liste d'instructions. Okay, une liste de commandes. Fait que j'ai un if, j'ai une liste, j'ai un point-virgule. J'ai ensuite le mot-clé then, une deuxième liste d'instructions, un point-virgule. Après ça, j'ai possiblement, facultativement, un else if, un ELIF, avec une autre liste de commandes, un autre point-virgule. Le then, une liste de commandes, un point-virgule, donc ces deux-là vont ensemble. Le else if et le then vont ensemble. Puis après ça, j'ai un else avec une liste de commandes encore, un point-virgule. Puis je termine avec un phi, okay, qui est if inversé. Ouh. Fait que le principe, premièrement, la chose qui peut sembler un peu loufoque, c'est, après le if, je n'ai pas une condition, j'ai une liste de commandes. Habituellement, on s'attend à une condition, là. Ben, ici, le principe, c'est que la condition, ça va être le code de retour qui va être exécuté ici. Donc, ça va exécuter la commande qui est là. Ça va regarder le code de retour. Puis c'est le code de retour qui va décider est-ce qu'on rentre dans le if ou pas. Fait que, si le code de retour est bon, bon, succès, donc 0 dans ce cas-ci, faire attention, c'est comme l'inverse du C et des nomenclatures standards de programmation. Donc, si le code de retour c'est 0, ça va faire la liste de commandes qui est dans le then. OK? À partir de là, le restant fonctionne pas mal à qu'est-ce qu'on s'attend, là. OK? Donc, si le premier ne fonctionne pas, il va aller faire un elif. Le elif, je peux en avoir de 0 à une infinité. Okay? Donc, il va aller les tester en ordre. Le premier qui pogne, il va le faire, puis il ne va pas faire les autres. Puis s'il n'en réussit aucun, il va aller faire les instructions du else. Fait que ça, c'est la construction de base. Après ça, on va avoir certainement une convention qui va nous demander comment est-ce que je l'écris correctement. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir soit les points-virgules ou sinon des sauts de ligne pour représenter comme des séparations. OK? Fait que souvent, de quoi ça va avoir de l'air? C'est on va avoir le if, on va avoir la condition qui est une instruction quelconque qui doit retourner un succès, donc 0 si on veut rentrer dans le if. On va avoir directement le 2 points puis le then. Okay? Comme ça devient juste une ligne. On a le if, on a le then, puis on sait qu'après ça, on va avoir une liste d'instructions. Fait qu'après ça, on peut avoir la liste d'instructions, on peut avoir un else, une autre liste d'instructions, le fi. OK? Fait que ici, dans celui-là, juste la convention, on aurait pu mettre ça sur une ligne, avec plein de points-virgules, ça aurait fonctionné. Le principe ici, c'est qu'on pourrait avoir le then sur l'autre ligne tout seul, puis pas de point-virgule. Ça ferait comme la même chose. Mais
La convention demande que ce soit juste la même ligne, là, parce qu'un den tout seul, là, ça apporte plus à confusion. Là. Il n'y a pas beaucoup de langages qui demandent d'avoir un den. Fait que on a ça ainsi. Fait que le principe, c'est que ça va exécuter ça, puis si ça retourne 0, ça va entrer dans le if et exécuter les instructions. On garde les indentations habituelles, OK, ne sont pas obligatoires, mais ça permet de ne pas se casser les yeux sur les if. Fait que là, le principe, c'est j'ai besoin d'avoir des instructions qui vont réussir pour rentrer dans le if. C'est un petit peu trop large comme élément, OK? Surtout que quand on va travailler avec des scripts en bash, le principe, c'est qu'on va vouloir tester des choses comme dans un certain contexte. Est-ce que le fichier est là? Est-ce que j'ai du contenu dans cette affaire-là? Est-ce que j'ai un dossier qui s'appelle comme ça? Donc, on va voir qu'il existe une méthodologie pour avoir des meilleurs tests de conditions. Fait que le principe, par contre, c'est qu'on est comme un petit peu lié par le fait que le if, il s'attend à avoir une commande, puis que la commande, il faut qu'elle retourne 0 ou 1. Fait qu'on va avoir la commande test. Fait que la commande test, ça va être une commande. OK? Donc, c'est un programme qui s'exécute, qui a des paramètres, puis qui va être capable de me répondre quelque chose. Dans ce cas-ci, ça va me répondre avec son code de retour. Fait que le principe, c'est que ça me permet d'avoir en fait une expression qui va être testée, puis qui va avoir le bon résultat automatiquement. Donc, je peux tester quelque chose, puis ça va me retourner 0 si c'est correct, 1 si c'est pas bon, ou n'importe quoi autre que 0 en fait. Fait que là, la question, c'est quoi les genres d'expressions qui sont disponibles? Puis, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut avoir des choses qui travaillent avec le contenu ou des éléments qui ont plus rapport avec le shell. Comme si on regarde ici, on a le "-n". Ça regarde est-ce que j'ai une chaîne de caractères qui est non 0. Je regarde "-z", ça regarde est-ce que la chaîne de caractères est 0. Là, ici, on a les plus grands, plus petits. Mais là, après ça, si on commence, on va commencer à aller chercher des éléments qui sont pas mal plus. OK, je suis en train de travailler dans un environnement de ligne de commande. J'ai un shell, j'ai un terminal, j'ai des fichiers. Fait que je peux aller voir "-e" avec un fichier. Est-ce que ce fichier-là, il existe? "-d", est-ce que ça existe et c'est un dossier? Est-ce que c'est sous un sous-groupe quelconque? Est-ce qu'il y a différentes permissions dessus que j'ai besoin? Donc, on peut aller voir des considérations qui sont pas mal plus intéressantes à un niveau de scripting. Fait que ici, si, admettons, je fais test-d test, OK, ça me donne 1. Ben, attends, on va faire blabla, là. Je sais pas. Blabla, ça me donne 1. Hein, on voit à gauche, là, ça me donne que c'est un code d'erreur. Parce que pourquoi? Parce que j'ai pas de dossier blabla. OK? Si on fait un ls, qu'est-ce que j'ai comme dossier? TP2. Ça retourne rien, donc 0, donc succès. Hein? Donc, le principe, c'est que je peux utiliser la commande test pour être capable de faire des tests un petit peu plus conditionnels, là, okay, par rapport à ce que j'ai habituellement besoin. Là, si on regarde, on a la commande test, si on regarde la syntaxe, le synopsis de la syntaxe, test avec l'expression, test tout seul, puis là, j'ai crochet carré. Fait que le principe, c'est que on est lâche en tant qu'informaticien. Je ne veux pas avoir à écrire test à chaque fois que je veux faire un test.
Fait qu'à la place, je vais écrire des crochets carrés. Puis les crochets carrés vont invoquer la commande test. Fait que le principe, c'est qu'à la place d'écrire test-dtp2, je peux écrire -dtp2 entre crochets carrés. Puis le principe, c'est que si j'y donne un dossier qui est inexistant, ça va faire la même chose. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette syntaxe-là, crochet-d, blablabla, crochet, je vais pouvoir mettre ça dans le if. Puis là, ça va ressembler à quelque chose de comme genre, c'est comme si c'était une conditionnelle direct. Fait que ça va être genre if, crochet carré, -d, blabla, crochet carré, point virgule. Donc, les tests me permettent de gérer des conditionnels dans mes if. Faire attention, OK, des espaces, c'est important en bash. OK, fait que tes crochets carrés, il faut qu'il y ait des espaces autour. Il ne faut pas qu'ils touchent à rien. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut aussi mettre le dernier, OK? Même si le dernier ne sert à rien, théoriquement, parce que c'est juste un argument de la fin du programme crochet carré ouvrant. Là, OK? Fun times. Donc ici, on a une liste des différents opérateurs qui peuvent être intéressants. Donc, si le fichier existe, si le fichier est régulier, donc c'est juste un fichier normal, si c'est un répertoire, s'il est lisible, si le contenu n'est pas vide. OK? Puis là, on a un exemple de son utilisation complète avec le if, les crochets carrés, le -e et le output. On en a d'autres pour la gestion des chaînes. Donc, comme on avait vu, le pourcentage, le -z, le -n, okay, nul ou non nul. On peut aussi comparer des chaînes, okay, donc le égal ou le point d'exclamation égal pour dire que c'est pareil ou différent d'eux. Faire attention, l'opérateur d'égalité, c'est égal tout seul. Comparément à l'opérateur d'égalité dans la majorité des langages de programmation moderne, qui est le double égal, parce que le seul égal est utilisé pour l'affectation. Ouh! Fun. On a aussi les opérateurs numériques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va considérer les chaînes de caractères comme étant des valeurs numériques, puis il va les comparer. Donc, plus grand, plus petit, OK, c'est grandement utile quand tu vas avoir soit les nombres d'arguments, comme on a là ici, ou sinon, quand tu as de la substitution de commandes. Okay, donc, tu peux substituer une commande ou avoir un calcul arithmétique avec le égal, parenthèse, parenthèse, prendre le résultat, dire est-ce que c'est plus grand que ça, plus petit que ça, égal à ça, et toutes les variations de ça. On a une version de bash qui est pour les tests. Donc, un crochet carré, ça invoque la commande test. Mais on va avoir une version de bash qui va être les doubles crochets carrés. Donc, ce n'est pas dans POSIX, c'est seulement dans bash. Le principe, c'est que c'est un peu comme les doubles parenthèses de l'arithmétique. À l'intérieur de là, tu n'as plus besoin de protéger tes variables. Tu peux utiliser les opérateurs logiques et ou. Tu peux avoir des regroupements. Tu peux utiliser les plus petits ou plus grands à la place d'utiliser, parce qu'ici, il fallait utiliser comme les tirets quelque chose. Là, okay? Donc, c'est comme un raccourci pour être capable de faire les choses un petit peu plus rapidement. Okay? Mais c'est seulement disponible pour bash. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement partout. C'est tous ceux qui dérivent de bash. Le double égal va fonctionner pareil dans celui-là, parce qu'on est trop habitué. Okay? Donc, c'est les genres de choses qui rajoutent. Donc, on est bon avec les tests, que ce soit avec la commande test qui peut être remplacée par le crochet carré, que les tests étendus de bash avec les doubles crochets carrés. On va avoir ensuite la boucle for. Donc, on serait proche d'une pause, là, mais on s'en va terminer dans genre 10 minutes, là, fait que je pense qu'on va juste rider ça jusqu'à la fin. Fait qu'on a la boucle for.
qui va me permettre d'avoir une considération itérative d'une liste d'éléments. Hein? Donc, c'est la boucle for comme on connaît. Le principe, c'est qu'on a un for, on a le nom d'un itérateur, le nom de qu'est-ce que ça va changer à chaque fois. On a le mot in, puis là, après ça, on va avoir une liste de différentes variations de qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon itérateur. Le principe, c'est que la liste d'éléments, ça va être des choses qui vont être séparées par des espaces. Okay? Donc, lui, il prend les choses, il les sépare par des espaces, il fait le split, puis ça devient la liste à l'intérieur. Ensuite, on a un point-virgule, on a le mot-clé do, on a une liste d'instructions, puis après ça, on a le done, okay, qui dit la fin de la boucle. Le in, mot blablabla, là, okay, il est optionnel. Donc, je pourrais juste avoir for quelque chose, puis ce serait la même chose que d'écrire in avec le A commercial. Le A commercial qui était quoi? Qui était la liste des paramètres positionnels. Hein? Fait que c'est comme la version standard, là, c'est les différents paramètres positionnels pour travailler avec. Là, il va falloir faire une attention particulière, okay, à la gestion du développement des commandes. Parce que la liste de mots, okay, c'est des affaires qui vont être juste la liste d'arguments, la liste de paramètres. Fait que s'il y a des espaces dans tes substitutions, dans ces affaires weird, ça va faire en sorte que ça va devenir, okay, différents éléments à l'intérieur. Fait que ici, on a un petit exemple simple, juste pour bien comprendre. Donc, on a le for, le i, in, on a une liste de mots séparés par des espaces. Il va prendre chacun des éléments, va prendre les itérations. Donc là, ici, ça me donne toutes les combinaisons possibles entre 1, 2, 3 et pommes et poires. Hein? Le restant, je vais assumer que vous avez déjà fait des for, puis que ça ne vous fait pas trop peur. Là, il faut faire attention par contre, parce que justement, avec la gestion du globe, ça devient problématique. Fait que si j'ai un exemple, OK, où, puis je pense que j'en ai préparé un. Ouais, excellent. Fait que si je fais ls.txt, OK, j'ai un paquet de fichiers, si je regarde mon petit script, OK. Donc, je vais prendre la liste des fichiers TXT, hein, puis je vais être capable de les traiter. Hein, ça sonne comme quelque chose de tangible, comme problématique. Fait que quand j'exécute, je pense que je l'ai pas mis. Quand j'exécute, là ici, dans ce que j'ai fait, si je refais mon 4, je peux voir que j'avais deux échos, hein, un pour le nom du fichier, puis un que j'ai marqué juste next, juste pour que ça l'affiche le mot next, juste pour qu'on puisse voir est-ce que les itérations se sont faites correctement. OK? Puis là, si je regarde, j'ai une ligne en ce moment qui n'est pas la bonne chose. C'est laquelle? Donc, encore une fois, le but, c'est qu'on affiche tous les noms de fichiers qui se terminent avec .txt. Fait que, tu sais que c'est marqué next, ça c'est normal. Puis tous les autres éléments devraient donc être des fichiers qui se terminent par txt. Il y a une ligne qui ne se termine pas par txt. Le OK tout seul, là, il est dans le milieu, là, tu sais, il y a un petit trou, là. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé comme élément? Là, ici, j'ai comme une couple de fichiers qui est comme fancy, là, juste pour être certain qu'on regarde correctement. Si on regarde notre troisième colonne, là, le dernier en bas, ouais. Il y en a un qui a un espace dans le mot fichier. Le maudit! Donc, on a un fichier qui, à l'intérieur, a un espace. Fait qu'est-ce qui s'est passé quand lui a fait son split?
Ben, en fait, c'est un espace. C'est donc deux paramètres différents. Et j'ai donc le résultat, OK, qui est devenu. Fait que là, tu es comme, OK, facile. On va juste le mettre en double guillemets. Hein? Right? On va changer ça. Hein, tu nous l'avais dit, il faut toujours mettre les doubles guillemets, sinon les choses vont mal aller. Cool, le fichier est là. C'est quoi le problème, là? En ce moment, il y a un next. Et qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que la boucle, elle a fait une itération. Hein? Ça n'a pas pris du tout ce que j'ai besoin, là. Ça a juste pris le contenu comme étant le seul élément de la liste, parce que je l'ai protégé avec les doubles guillemets. Puis ça l'a envoyé donc dans une itération qui l'a tout affiché, oui, correctement, mais ça ne m'aide pas, là. Si je veux commencer à traiter les choses à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut faire attention, OK, quand on travaille avec les Book 4, la vraie solution, ça serait de ne pas utiliser ls du tout. OK? On a vu que le globe est capable de gérer ça automatiquement. Hein, avec l'expansion de étoile.txt. Donc, ici, avec les Book 4, portez une attention particulière, OK? C'est pas la création de listes, c'est pas quelque chose de facile. On va être capable de créer des sous-programmes. OK? Donc, des sous-commandes nommées. Donc, comment ça va se passer? On a le nom, des parenthèses, des accolades, une série d'instructions. Puis, on va avoir la possibilité d'avoir des paramètres positionnels, okay, qui sont aussi ajoutés à ces fonctions-là au besoin. Puis, ici, faire attention, là, par défaut, les variables vont toujours avoir des portées globales. Okay, donc, il faut faire attention, tu n'as pas nécessairement de changement de contexte comme tu as en programmation. Par défaut, tout est disponible partout. On va avoir le mot-clé return qui me permet de retourner un code quelconque, un code de retour. On va avoir aussi le mot-clé local qui va me permettre de déclarer une variable, mais qui va seulement être disponible à l'intérieur du contexte du sous-programme, donc qui va être effacé à la fin de ce contexte-là. Puis, les fonctions vont s'utiliser comme des commandes. OK? Fait que tu peux le mettre en arrière-plan, tu peux le mettre dans un tube, tu peux le mettre dans une substitution. Tout ça, OK, va se faire. Tu peux que ça va avoir des fonctions, des sous-programmes récursifs. OK? C'est pas un problème. Donc, on peut utiliser un sous-programme. Donc, ici, on a l'exemple de foo, OK, qui a echo, blablabla. On a une variable locale. Puis, on peut aller voir les éléments. Donc, dans le style, faire attention. On a donc de l'indentation à l'intérieur. On a les accolades. L'accolade fermante qui est indentée au même niveau que le début. Puis, je pense que c'est pas mal ça pour les différents sous-programmes. C'est très possible d'en voir plus. OK? Donc, on a la spécification POSIX qui est disponible. On a les extensions de Bash qui sont faites par GNU si on veut en savoir plus. Évidemment, n'oubliez pas qu'on a aussi quand même un ouvrage de référence avec le cours qui était le Linux Command Line. Okay? Ce livre-là est un livre libre. Ça veut dire que tu peux directement aller chercher le PDF si cela t'enchante. Okay? À l'intérieur, il y a des chapitres sur le scripting, donc qui demandent plus d'exemples, plus de variations, qui expliquent plus en détail, qui va aussi voir l'autre bookwire, là, mettons. Donc, il y a aussi ça de disponible si vous voulez aller en savoir beaucoup plus.
Fait que ça, il y en a, on n'a pas tout passé, là. OK, donc ici, je parlais du while, justement. Il y a le principe d'alias, il y a le principe de read pour aller faire de la lecture directement dans la fenêtre, dans l'invite de commande. OK, on a l'exec, l'eval pour des commandes construites. Donc, il y a pas mal de choses de plus, des extensions. On a fait un survol des fonctionnalités du shell dans Unix. Je scroll puis il n'y en a plus. Fait que ça veut dire que c'est terminé pour cette semaine. Il va nous rester, hopefully, un chapitre, OK, sur de la réseautique qu'on va voir quand on va se revoir. Bonne journée à tous.